Salut à tous, bienvenue dans le 1330. C'est un 1330 un peu spécial aujourd'hui. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que la semaine prochaine on est le 1er mai, la semaine d'après on est le 8 mai, et ça veut dire que on va pas se voir pendant 3 semaines, dis donc. Et en plus, aujourd'hui j'ai deux invités et deux nouveaux qui sont jamais passés, Madizor et Mohamed Boukari. Comment vous allez? Oui, ça Ça va, va, ça va. merci. Et toi? Ça va? Très bien. Ah Oui, ben Ouais. moi je vais bien. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le thème aujourd'hui c'était CICD pour Azure Synapse Analytics. Et dès qu'il y a du CUCD, ça veut dire qu'il y a du DevOps. Et moi, quand il y a du DevOps, je suis content. Donc là, je suis très très content. Et ça va être très très bien. Alors, je vais appuyer sur le bouton qui va bien. C'est cool. On va pouvoir démarrer. Donc ça va être d'abord Mohamed qui va nous présenter un petit peu ce thème. Et ensuite, on aura de la démo avec Madi. Et c'est bien ça. Exact. Tu peux y aller. Alors, d'accord. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on Salut. va vous présenter le principe de CSD, l'intégration continue et le déploiement continu pour Azure Synapse Analytics. Et donc, avant d'entamer ce processus-là, on va parler d'abord, on va découvrir c'est quoi Azure Synapse Analytics. Alors, pour Azure Synapse Analytics, c'est une solution de traitement et d'analyse de données dans le cloud. Et donc, pour être plus clair et net, Azure Synapse Analytics réunit ce qui se fait dans la technologie SQL pour l'entreposage et le data warehousing, la technologie Spark pour le big data et les pipelines pour les ETL et les ELT. Et donc, comme illustre le schéma suivant, on peut voir à gauche les divers types de sources de données. On peut voir les données en local, données en premise, les données cloud, les données SaaS et les données streaming, c'est-à-dire les données en temps réel. Et pour l'environnement Synapse Analytics, euh, qu'on peut, qu'on peut par exemple accéder avec Azure Synapse Studio, on peut trouver les quatre principales fonctionnalités. Il y a la data intégration, qui est la fonctionnalité la plus importante dans Azure Synapse Analytics. C'est là où on peut faire toutes nos transformations de données, que ce soit les pipelines, les flux de données et les data flows. Il y a aussi le management. Donc, c'est là où on peut, par exemple, paramétrer notre pool SQL, créer nos services liés et, par exemple, configurer nos triggers, c'est-à-dire nos déclencheurs. Mhm. Il y a le monitoring. Donc, en anglais, c'est la surveillance. Donc, c'est là où on peut surveiller nos data flows et nos pipelines. Donc, on peut surveiller l'exécution des data flows et le débogage des pipelines. Il y a aussi la sécurité. Donc, là, c'est tout ce qu'il y a, par exemple, l'authentification et le contrôle d'accès pour l'environnement avec Synapse Analytics. Et là, on va passer à les Analytics Runtimes. Donc, c'est quoi un Analytics Runtimes? Ce sont les environnements d'exécution qui permettent d'exécuter des tâches spécifiques. Donc là, comme vous savez tous, il y a l'environnement SQL. C'est là où on peut, par exemple, exécuter nos scripts SQL. Il y a l'Apache Spark, qui est un moteur très puissant. C'est pour exécuter les notebooks. Donc là, je pense qu'on a vu ça avec Bellassène et Véronique il y a 2 semaines, le moteur Apache Spark. Il y a le Data Explorer, c'est pour la gestion et la création des datasets dans Azure Synapse Analytics. Et enfin, il y a l'Azure Data Lake Storage, qui est, qui est une fonctionnalité qui nous permet de stocker et analyser les données volumineuses dans un environnement flexible et évolutif. Et donc, du moment qu'on a importé nos données et on a fait nos transformations, et là, on peut les consommer, par exemple, dans Azure Purview, en les cataloguant, en les classant, ou par exemple dans Azure Machine Learning pour tout ce qui est analyse prédictive. Et pour Power BI, donc pour restituer nos données ou la création des rapports et le reporting. Ok. Passons maintenant au principe du CSD. C'est quoi le CSD? L'intégration continue et le déploiement continu. Donc, c'est une pratique qui permet au groupe de DevOps de se concentrer sur différentes parties de l'avancement de la programmation. Donc, en bref, c'est une pratique qui nous permet de faire des modifications sur un code et l'intégrer au code existant.
Donc, comme illustre le schéma suivant, on peut voir par exemple euh, une branche du code. Donc, c'est là, par exemple, un développeur qui veut faire une modification, que ce soit un correctif, que ce soit s'il veut ajouter par exemple une nouvelle fonctionnalité, il crée une branche qu'on va l'appeler par exemple la working branch. Il fait ses modifications, il fait un commit et puis il tire une pull request pour fusionner la branche working avec la branche main. C'est généralement la branche main ou la branche master. Et donc, c'est là où, après les tests qu'on va faire dans l'environnement de développement, il vient le principe de l'intégration continue. Donc, c'est là où on fait le build. Il y a trois phases, les builds, les tests unitaires et les tests d'intégration. Les builds, c'est-à-dire c'est là où on compile notre code source. Les tests unitaires, c'est pour faire des tests pour savoir si le code marche bien avec le code existant. Et le code d'intégration, pour savoir si la partie qu'on a modifiée marche comme prévu. Donc, une fois on a fait la première partie de ce processus-là, intégration continue, et là, on peut le déployer avec aussi les trois phases celle de review, staging et la production. Donc, une fois on a testé notre code, on peut le déployer. On le déploie dans l'environnement du test, et puis on passe à le déploiement dans la prod. Alors maintenant, on va voir les avantages de ce fameux processus de CI/CD. Et donc, parmi les avantages de l'intégration continue et le déploiement continu, ce principe-là, il peut nous assurer une meilleure collaboration et une productivité accrue. C'est-à-dire que si par exemple on a une équipe de développeurs, ils peuvent collaborer parfaitement. Par exemple, on peut savoir qu'est-ce que l'un fait comme modification, et ça en temps réel et au fur et à mesure du développement d'un projet. La standardisation des builds, tests et l'automatisation des déploiements. Et donc là, ce qu'on veut dire par là, c'est que une fois on fait nos modifications dans le code existant, le build et les tests se fait d'une manière standard et le déploiement se fait d'une manière automatique, que ce soit le déploiement dans l'environnement du test ou l'environnement de la prod. Le troisième avantage, c'est qu'on évite un mauvais alignement entre les développeurs. Donc là, ce qu'on veut dire par là, c'est que tous les développeurs seront sur la même longueur d'onde et donc ils peuvent checker l'avancement de l'un par rapport à l'autre. Et le dernier avantage que nous fournit ce principe de CI/CD, c'est qu'il pousse des changements de code plus fréquemment. C'est-à-dire que les développeurs ils sont plus limités à des, en fait, ils sont pas mis à des contraintes lors du développement du code. Du coup, une fois ils pensent par exemple à des modifications ou à un correctif, ils peuvent le faire d'une manière directe et tout simplement. Là, on va voir les outils les plus courants dans les pipelines CI/CD. Bah, le premier outil qu'on va voir, c'est le Bitbucket, qui est un système de contrôle de version qui s'intègre au pipeline CI/CD. Il y a le Jenkins, qui est un outil puissant pour construire des pipelines CI/CD et qui est largement utilisé, qui offre une grande flexibilité. Le Jenkins, c'est un outil qui est utilisé par de nombreuses sociétés et de nombreuses ESN. Et donc, son point fort, qui est plus puissant en termes de CI/CD et qu'il est en open source, du coup, chacun peut l'employer comme il veut. Et le troisième outil qu'on va voir, c'est Azure DevOps. Celui qu'on va faire c'est avec celui-là qu'on va faire notre implémentation. Donc, Azure DevOps, c'est un ensemble de services modernes pour le développement qui nous permet de planifier, suivre, construire, tester et déployer avec des outils agiles, CI/CD et de sécurité. Et donc là, on va voir
comme j'ai dit, on va se concentrer sur cet outil-là, Azure DevOps. On va voir les composantes de Azure DevOps. Il y a Azure Boards qui fournit une suite d'outils agiles pour prendre en charge la planification et le suivi du travail à l'aide des méthodes Kanban et Scrum. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont travaillé avec Azure Boards, c'est une plateforme pour le suivi de travail, tout simplement. C'est à peu près comme Jira. Et le deuxième composant, c'est Azure Repo. Ça fournit des référentiels Git ou TFVC pour le contrôle de code source de votre code. Et Azure Pipeline, c'est l'élément le plus important dans Azure DevOps. Ça permet de fournir des services de génération et des mises en production pour prendre en charge l'intégration et la livraison continue. Il y a Azure Test Plans qui fournit plusieurs outils pour tester nos applications, notamment les tests manuels, les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests continus. Il y a Azure Artifact aussi, qui permet aux équipes de partager des packages tels que Maven, NPM, NuGet, etc. à partir des sources publiques et privées. Passons maintenant à le processus d'implémentation du CI/CD avec Azure DevOps. Donc, avant de parler de l'implémentation, il y a des conditions et des prérequis qui doivent être mis en place pour implémenter ce processus-là. Premièrement, on doit créer un projet dans Azure DevOps. On doit créer aussi une repo dans GitHub. Et puis, on va lier la repo GitHub avec l'environnement Azure Synapse Analytics pour les trois environnements, que ce soit le dev, le test et la prod. Maintenant, on va passer aux étapes de processus de CI/CD. Et donc, pour un développeur qui veut faire, par exemple, une modification pour un code ou qui va ajouter un correctif de bug ou tout simplement ajouter une fonctionnalité, il commence par créer une working branch. Il commence par créer une branche qu'on va appeler une working branch dans la repo Git. Une fois la branche est créée, il exécute les tests locaux pour vérifier le bon fonctionnement des modifications dans l'environnement de dev dans Synapse. Donc, après la création du branche, il fait un commit pour valider. Il fait un commit et push pour valider ces modifications. Il tire une pull request pour fusionner la working branch avec la branche master. Donc, une fois les deux branches sont fusionnées, c'est-à-dire que la partie qu'on a modifiée, on l'intègre dans le code existant, c'est là où c'est là où où on évoque le rôle de l'IAM template, qui est un fichier qui définit l'infrastructure Azure et les ressources nécessaires pour notre application. Et donc, lorsque la pull request est tirée, et donc le commit est poussé vers le dépôt, le pipeline CI/CD se déclenche automatiquement pour traiter les modifications, y compris l'IAM template. Et donc, du moment que le pipeline CI/CD est lancé, il y a des releases qui sont, qui sont déjà configurées et créées par nous. Donc, ces releases-là, elles correspondent à une version spécifique de notre application infrastructure qui est prête à déployer. Donc, du moment que notre release sont déjà configurées, déjà créées, on peut le déclencher manuellement ou on peut le déclencher automatiquement. Et puis, après, ça vient l'étape du déploiement dans les environnements test et puis la mise en prod dans l'environnement du prod avec Azure Synapse Analytics. Et maintenant, on va passer à la démo. Je cède la parole à Madi pour vous montrer comment ça se fait, ce processus d'implémentation de CICD avec Azure Synapse Analytics. Bonjour à tous. Merci Mohamed pour la présentation de cette première partie. Maintenant, nous allons passer à la démo. Du coup, il faut Je que vous tu présente. partages ton écran. Oui. Excellent. C'est bon? Parfait. Tu peux y aller, c'est bon. OK. Là, je vais vous présenter le déploiement d'Azure Synapse Attends, Analytics. juste une seconde. Entre-temps, on a une question sur le chat. Pourquoi mélanger ton GitHub et DevOps? On pourrait faire tout sur l'un ou sur l'autre.
Je donne une partie de la réponse et puis vous donnerez la prochaine si vous voulez. DevOps, en gros, c'est, comment on va dire, c'est notre capacité à gérer des versions du code source. D'accord? Donc, on a, comme on a vu tout à l'heure, la partie repository sur laquelle on va mettre le code source lui-même. Ok? Donc ça, on a dans Azure DevOps, on a soit Git pour faire ça, soit TFVC, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le version control de TFS, qui était l'ancêtre de Azure DevOps. Okay. À côté de ça, on a la capacité de prendre justement les sources qui sont posées sur le repository et ensuite de les compiler via les pipelines dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre d'une intégration continue. Okay. Donc ça, c'est un autre outil de DevOps qui nous permet de faire la compilation, de lancer les tests automatisés et de faire des tests d'intégration, on l'a vu précédemment. Et ensuite, on a la partie déploiement. Donc là, on va être sur la partie, dans Azure DevOps, la partie un peu artefact qui nous permet de déployer les packages qui ont été générés par les pipelines de build. Voilà. Donc GitHub, Git, c'est surtout pour la partie repository, pour stocker les codes sources. Et là, l'outil qu'on utilise, qu'on présente, Azure DevOps, va faire beaucoup plus de choses que ça, dont notamment qui peut aller jusqu'au packaging, et la livraison, le déploiement sur différents environnements. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour répondre à la question, les amis? Moi, je trouve que tu as été très complet. Je te remercie et du coup, on peut repasser à la démo. C'est reparti. OK. Et là, je disais, je vais vous présenter le déploiement d'Azure Synapse Analytics via la méthode IRM Template. Et comme vous pouvez voir ici, c'est un groupe de ressources où j'ai créé en fait toutes les ressources dont j'ai besoin pour le déploiement pour les projets. Et pour ce faire, nous avons des espaces de travail de Synapse Analytics où on a la dev. C'est en fait dans cet espace que nous allons faire tout ce qui est développement. On a un compte de stockage qui est lié en même temps à cet espace de Synapse Analytics. On a la prod qui en fait va nous permettre de pouvoir, on va déployer en fait nos développements en prod pour permettre la consommation, pour permettre en fait de pouvoir en fait utiliser ça directement pour tout ce qui est prod. Je vais ouvrir mon espace de travail de la dev. Du coup, je l'ai déjà ouvert. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs onglets. On a 6. Et la première partie, le premier hub qu'on a, c'est l'accueil, en anglais. En fait, au niveau de cette partie, on va avoir des raccourcis qui vont nous permettre de pouvoir insérer la donnée, explorer ou analyser, ou de pouvoir visualiser la donnée avec du Power BI. Après cela, on a la partie data. Dans cette partie, on va avoir tout ce qui est base de données. Par exemple, des bases de données SQL ou des lakes de bases de données. On a en même temps aussi notre compte de stockage qui est lié. C'est là, en fait, qu'on va avoir notre compte de stockage de la dev, là, d'ajouter plusieurs fichiers, parquet ou de CSV qu'on va pouvoir lire. Après cela, on a la partie développée. Cette partie développée va nous permettre de pouvoir créer des scripts, que ce soit SQL, des notebooks ou même des data flows qu'on retrouve aussi au niveau de Azure Data Factory. Et j'ai créé en fait un script SQL avec la fonction OpenRow7 qui nous permet de pouvoir lire un fichier CSV. On a spécifié même en fait pour dire qu'on prend les en-têtes. On peut aussi lire des fichiers en fait parquet. Et quand on revient en fait au niveau de notre compte de stockage, on voit effectivement qu'on a les fichiers parquet et les fichiers CSV qu'on peut les lire directement avec les scripts. Je vais vous donner par exemple un exemple. Et là, en fait, là, c'est pour lire en fait les fichiers CSV qu'on a. Du coup, ça prend un peu de temps, mais là, c'est bon, on a les résultats. Du coup, on a les résultats sous forme de table comme au niveau de SQL quand on requête. En plus, là, en fait, on a une requête SQL, du coup, select top étoile. Du coup, on prend tout.
Là, on a toutes les données. On peut lire aussi des fichiers Parquet aussi. Là, on a la partie intégration. Cette partie intégration, c'est comme au niveau de Azure Data Factory qu'on a. J'ai fait des copies data, des copies d'activités qui nous permettent en fait de pouvoir lire un fichier Excel. Du coup, et comme sortie, on va avoir un fichier Parquet. Là, quand je reviens, on a en fait un fichier Excel qui est là, qui est juste en fait des données en fait de commandes, du coup qu'on va lire et puis les transformer en Parquet. C'est ce Parquet en fait qui est là. Après, on a la partie monitoring. Cette partie en fait de monitoring va partir de monitorer en fait toutes les exécutions qu'on a fait. Par exemple, quand on arrive au niveau des pipelines, on peut voir en fait l'exécution des pipelines qui ont été déclenchés ou en fait au niveau du débogage. On peut voir en fait nos runtime d'intégration aussi qui sont activés. Par exemple, là, on a un auto-resolve integration runtime qui est juste, et étant donné que les données sont hébergées au niveau de Azure, on a juste besoin de ça. On a la partie zéro aussi, qui va nous permettre en fait de zérer nos triggers, c'est-à-dire nos déclenchements, de créer nos runtime d'intégration. Par exemple, si on avait des données on-prime, du coup, on pourrait en fait créer une runtime d'intégration self-hosted pour pouvoir l'utiliser. On a des linked services aussi. Là, étant donné qu'on utilise un compte de stockage, du coup, j'ai créé un linked service qui va permettre de pouvoir accéder à ce compte de stockage. On a par exemple un URL ici qui va accéder à la dev. Et quand on va déployer, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, au niveau de la prod, que en fait, ce paramètre soit remplacé automatiquement par celui de la dev, de la prod. Du coup, je vais vous montrer aussi comment on fait ça pour pouvoir variabiliser. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il faudra en fait stocker ce code au niveau des Git. Là, en fait, j'ai créé mon projet en fait au niveau de Azure DevOps aussi. Là, on a la partie Git. Du coup, on a notre branche de collaboration qui est la partie Dev. On a notre branche de Publish, en fait, qui est la partie Workspace Publish. Une fois qu'on va en fait cliquer sur ce bouton-là, du coup, on va créer un artefact. Là, je vais revenir au niveau du script SQL. Je vais créer une petite branche là. Du coup, je vais l'appeler branch test. La bonne règle au niveau de Azure, c'est de quand on veut faire une modification, on crée une branche, on fait la modif. Et puis après, une fois qu'on a fait la modif, on va faire un PR. Et là, je vais juste transformer ce commentaire là. Modification du commentaire en live, attention. OK. Une fois qu'on a fini, du coup, on va committer. Le commit va nous permettre de pouvoir enregistrer nos changements. Une fois qu'on a fait cela, du coup, là, je vais créer un PR. Là, pull request, il va bien. Ouais. Du coup, là, en fait, pour mon projet, moi, je suis à mesure de pouvoir valider. Mais pour des projets plus gros, on peut ajouter une personne qui va valider le PR. Du coup, ça ne sera pas moi qui va valider. On peut rattacher aussi avec des work items. On a vu en fait qu'au niveau du board, on peut créer en fait des work items pour pouvoir suivre le projet. Du coup, on peut tout rattacher, tout ça. Là, c'est bon, je vais valider. Une fois que c'est validé, vu que c'est moi, je suis seul sur le projet, du coup, je peux approuver mon PR. Mais dans des projets plus complexes, quand on travaille avec d'autres personnes, c'est par exemple les tech leads qui vont pouvoir valider en fait toutes les modifications. Et là, je reviens, je vais prendre ma branche develop. On va voir que normalement, le commentaire a été pris en compte. Du coup, on va publier. Une fois qu'on publie, en fait, le processus de CI va commencer, qui va permettre de pouvoir copier en fait l'artefact. Et là, quand je reviens ici, au niveau du repo,
En fait, tout le code a été enregistré au niveau du repo. Du coup, c'est la partie Git là qui va permettre de faire le versionning du code. Et là, quand on va regarder, en fait, on voit ici que en fait, le workspace public a été modifié là, tout de suite là, parce qu'on a ajouté un commentaire. Et là, quand on revient au niveau des scripts, on va voir qu'en fait, le commentaire que nous, on a fait a été ajouté. Là, je vais vous présenter maintenant le processus en fait de CD avec le pipeline. Là, je vais vous présenter en fait au niveau de la librairie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'en fait, on peut créer un groupe de variables qui va nous permettre en fait de pouvoir prendre les valeurs en fait de nos paramètres pour les remplacer au niveau de la prod. Comme ce qu'on avait vu ici, quand je reviens au niveau de là, on voit qu'au niveau du service lié, en fait, là, on se connecte en dev. L'objectif, en fait, c'est que si on passe en prod, c'est qu'on puisse avoir le paramètre du lien vers la prod. Du coup, en fait, on crée un groupe de ressources. Et là, en fait, ça serait une variable. Et puis, on va les mettre la valeur de la prod. Et quand je reviens au niveau de release, du coup, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on a notre IAM template là, du coup, qui est stocké au niveau du workspace public là, l'artefact qui a été généré, qu'on va utiliser en fait pour pouvoir déployer. On va prendre la dernière version. Une fois qu'on a fait ça maintenant, on va créer une tâche de Synapse Deployment for Workspace. Du coup, on va créer les télécharger. Une fois qu'on a fait ça, on va en fait choisir en fait les templates qu'on va utiliser. Et quand je reviens ici, vite fait, vous pouvez voir en fait qu'on a utilisé en fait notre workspace public qui est là. Et en fait, on a un template qui va utiliser en fait tout ce qui est service lié, en fait, tout ce qui est ressources en fait au niveau de Azure Synapse Analytics. On a un autre template pour les paramètres qui va nous permettre de pouvoir redéfinir les paramètres. Et ici, on a un template paramètre définition, en fait, qu'on doit télécharger, qui est au niveau que Microsoft a mis en place, qu'on doit télécharger pour pouvoir redéfinir la valeur de nos paramètres. Du coup, là, en fait, on va pouvoir remplacer les contenus de nos paramètres une fois en prod grâce en fait ce fichier qu'on a ajouté. Du coup, si je reviens au niveau des releases pour vous montrer, au niveau de la tâche ici, on va en fait prendre les templates, on va prendre en fait template for workspace, la définition des paramètres aussi, on va prendre aussi ces paramètres aussi. Là, je prends la souscription, le groupe de ressources. Du coup, c'est le même groupe de ressources en fait qu'au niveau de la dev. Là, en fait, je dis delete artefact pour qu'en fait, au niveau de la prod, même si on fait des modifs, on veut tout écraser. Et là, les paramètres qu'on a fait, là, par exemple, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut définir en fait le contenu du paramètre ici, ou en fait, on peut utiliser aussi le groupe de variables que j'ai utilisé. Le nom de variable, c'était comme ça. Du coup, comme c'est une variable, du coup, je l'ai mis le commercial, le dollar ici. Du coup, pour pouvoir l'utiliser. Et là, une fois qu'on va déployer, on va aller prendre en fait la valeur, le contenu de ce paramètre-là pour le déployer en prod. Et là, ce que j'ai fait aussi, c'est le fait en fait qu'une fois en fait qu'on va publier au niveau de la branche Workspace public là, qu'en fait tout ce process en fait de CD soit déclenché automatiquement. Et là, comme vous pouvez le voir, si je reviens ici, si je reviens dans Release, du coup, en fait, quand moi j'ai publié il y a 6 minutes, en fait, le process en fait de CD en fait a été déclenché. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a pu déployer en prod. Du coup, on a pu réussir. Et là, quand je reviens au niveau de la prod, je vais essayer de rafraîchir pour vous montrer. Et vous voyez bien effectivement les commentaires qu'on a ajoutés. Du coup, en fait, avec tous ces process qu'on a fait, on a pris, en fait, quand on publie d'abord, on crée l'artefact et on va utiliser cet artefact-là
avec les seeds et les pipelines en fait, qu'on a créés pour pouvoir en fait déployer avec toutes les ressources en prod. Et si je vous revenez en fait, si je vous montre en fait au niveau de la partie gérée, les linked services qu'on a créés, quand vous regardez bien, on a en fait les liens de la prod. Du coup, en fait, ce qu'il a pu faire aussi, c'est qu'il est allé prendre notre paramètre qui est ici, la valeur de notre paramètre qui est ici, du coup, pour venir le remplacer. Oui. Ce qui va nous permettre, une fois en fait qu'on va déployer, qu'on n'a pas besoin en fait de pouvoir remplacer manuellement. Donc, tout ce process est automatisé. Du coup, moi, je suis à la fin de la présentation de la démo. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, les amis, c'est le bon moment. Parce que là, on s'approche de la fin. Je ne vous le cache pas. Donc, on a vu que on avait la capacité de faire des déploiements qui étaient paramétrables directement avec les fichiers modèles qu'on avait. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ne vous étonnez pas de voir qu'on peut déployer directement en production. Ça, effectivement, c'est la dernière étape, bien sûr, une fois que, enfin, dans un processus normal, une fois qu'on a fait tous les tests nécessaires sur les environnements de recettes d'intégration, voilà, on peut choisir directement, grâce au paramétrage qu'on a vu et au template, quel est l'environnement cible. Voilà. Oui. Comment ça s'est passé, Madi et Mohamed? C'était bien? Oui, c'était très bien. Ah, très bien. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, il n'y a pas de 13-30, c'est le 1er mai. Le 1er mai, hop, on ne travaille pas. Le 8 mai, on ne travaille pas non plus, dis donc, on travaille jamais, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on va reprendre le 15 mai. Alors, le 15 mai, normalement, c'est le jour de mon anniversaire de mariage. Normalement, je travaillerai quand même, on ne sait jamais. Mais vous serez heureux d'apprendre que on va reprendre avec un thème très sympathique, analyse web respectueuse de la vie privée, avec Matomo. Ce sera encore un nouvel intervenant. Ce sera Abdelrahman qui sera là avec nous le 15 mai pour la reprise du 13-30. Merci à tous d'avoir été là. Merci Madi et Mohamed, c'était cool. Et je vous dis tous à bientôt. Merci Steve. Merci à toi Steve pour l'invitation. De Merci. rien, à bientôt. Salut. Salut. Merci.